Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique. On voulait débattre de ruralité ce matin. On s'est donc donné rendez-vous ici à Arnay-le-Duc au Café du Nord, un des plus vieux cafés de France, un café qui vit et qui fait vivre sa commune. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec sa propriétaire, Agnès Cotin. Mais d'abord, cette question avec un peu de malice. La ruralité est-elle en marge? En marge plutôt qu'en marche, bien sûr, autrement dit. Est-elle oubliée ou maltraitée par le pouvoir? On va poser cette question à trois spécialistes. Yolène de Courson, bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Côte d'Or, député de la 4e circonscription, on est plus grande de France. Et par ailleurs, vous avez été maire d'Aran, 74 habitants en Côte d'Or. Dominique Vérien, bonjour. Bonjour. Sénatrice UDI de Lyon. Vous avez vous aussi été longtemps maire de Saint-Sauveur en Puisaye. Et puis vous étiez présidente des maires ruraux de Lyon. Et puis Justine Guyot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire socialiste de Decize dans la Nièvre. Decize, 5800 habitants. Une de ces villes qui joue un rôle central dans la ruralité. On essaiera de définir tout ça. On a pu l'observer objectivement pendant l'élection présidentielle. Ça se voyait dans les chiffres. Emmanuel Macron élu par les villes pendant que les campagnes choisissaient, même s'il y a eu plein de subtilités, majoritairement Marine Le Pen. Un an après, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pire, Yolène de Courson? Est-ce que le pouvoir s'occupe surtout des villes? Bonjour, je suis d'abord très contente d'être là avec mes deux collègues élus parce qu'on voit que déjà 3 femmes à votre table, c'est quand même formidable. On voit que la vie politique change. À La République En Marche, on est 47% d'élus, ce qui est quand même incroyable au niveau des députés. Donc, la présidente des villes, vous m'avez dit... Je ne sais pas, oui. Écoutez, est-ce que c'est mérité ou pas? Voilà. Moi, tout ce que je vais être très cash. Je pense qu'on a un président exceptionnel. Moi, je me suis engagée pour que les choses changent, pour transformer ce pays. Et je mettrai toutes mes forces du côté de la ruralité pour transformer ce pays avec mes forces ici. Maintenant, il y a des choses qui sont faites dans le pays aujourd'hui qui sont tout à fait pour la ruralité. Quand on voit le pacte ferroviaire, par exemple, d'arrêter de faire des grands investissements TGV et de conserver les lignes locales, ça c'est important pour nous tous, de l'accessibilité, pour la mobilité des... Par ailleurs, la loi pour l'agriculture qui vient d'être votée et qui est en ce moment au Sénat... chez Dominique, également, parce que les agriculteurs, c'est quand même très important dans notre ruralité et que tout à coup, on s'occupe de vraiment mettre le paquet sur la façon dont ils vont avoir des revenus et qu'au bout de la chaîne, nous, on ait une alimentation saine et durable. Ça aussi, c'est important pour la ruralité. Et ça, c'est ce gouvernement qui a mis ça en place. Voilà déjà 2 choses qui sont importantes parmi d'autres. Votre point de vue de maire de Decize? Alors moi, j'aurais bien sûr un propos un petit peu plus nuancé, puisqu'effectivement, on l'entend beaucoup sur nos territoires, sur notre commune, Macron, président des villes. Alors pourquoi cette image déjà? Parce que je pense que dès son premier meeting de campagne, Porte de Versailles, que j'avais écouté avec attention à l'époque, il a parlé essentiellement des métropoles. Comme gage, je dirais, de redistribution des richesses sur nos territoires, avec cette théorie du ruissellement qui permettrait, en développant les métropoles, d'avoir une plus-value sur nos territoires ruraux. Pour l'instant, je n'en vois pas vraiment les retombées. Je sais que des efforts sont faits au niveau notamment de la conférence nationale des territoires qui a été mise en œuvre et on attend beaucoup de ce dispositif, beaucoup aussi de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires puisqu'on a l'impression effectivement d'être des territoires oubliés et on espère que des mesures vraiment concrètes qui vont permettre d'investir localement vont être mises en œuvre. On va aller après sur le concret aussi bien sûr. Dominique Vérien, est-ce qu'en même temps, pour reprendre une expression, mais c'est pas très nouveau finalement tout ça, les 2 quinquennats précédents n'ont pas été marqués non plus par une masse de mesures pour la ruralité? Vous qui étiez présidente des maires ruraux, c'était vécu comme ça? C'est ce que j'allais vous dire. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a inventé les problèmes que nous pouvons avoir en ruralité. Donc on ne peut pas lui faire porter le chapeau de tout ce qui se passe. Et effectivement, il essaye de faire des choses. Enfin, il y a des bonnes démarches. Moi, je pensais plutôt à l'accès au numérique. Même si le pacte ferroviaire est une chose importante effectivement pour garder des transports, mais ça n'est pas suffisant dans nos territoires, mais on en parlera plus tard dans les choses nécessaires.
Donc je pensais effectivement au numérique, mais il y a encore beaucoup de travaux à faire qu'il faut pouvoir réaliser ensemble. Sur les agriculteurs, j'ai peur que... Alors, ça va repasser au Sénat, mais j'ai peur qu'on perde un peu de vue justement que l'objectif c'était de faire que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, hein, et dans les débats qu'on peut voir sur les prix. Donc voilà, ça fait partie et en même temps, aussi des sujets. Je vous coupe, vous parlez d'agriculteurs tous les deux, mais est-ce qu'on ne se trompe pas quand on veut aborder le monde rural en parlant d'agriculture? Le monde rural est beaucoup plus vaste que simplement l'agriculture, donc il y a énormément d'autres sujets. C'est pour ça que je parlais du numérique en premier lieu, dans les choses qui sont vraiment nécessaires et qui ne sont pas encore arrivées. Moi je vous coupe, ce qu'on entend tout le temps, c'est le problème des sous. On ne donne pas assez d'argent, les communes ont moins d'argent, la maire de Decize, elle perd de l'argent, elle n'y arrive plus, l'État ne lui donne plus assez de sous. On n'en a jamais assez, ça c'est un constat qui est objectif. Le Premier ministre dit, nous on a arrêté de réduire, donc vous n'avez pas moins d'argent. Après, effectivement, il y a quand même un plan d'économie de 13 milliards sur 5 ans, hein, qui est initié par le gouvernement. Je pense que dans les territoires ruraux, même si je ne suis pas totalement en phase avec cette notion de ruralité, que je n'arrive pas forcément à appréhender, je pense que ce qu'il faudrait avant tout, c'est un plan d'investissement local qui permette à nos territoires d'investir davantage dans nos projets, dans l'ingénierie. Alors, on va raccorder ça à ce qui s'est passé. Il y avait l'Association des petites villes de France qui se réunissait à Autun. C'est ce qu'on a compris, Yolène de Courson, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. En gros, inventez, faites vos choix, c'est quoi? C'est une façon pour l'État de se désengager et de dire débrouillez-vous, ou c'est pousser les gens à penser autrement maintenant Non, je pense qu'il faut que dans la ruralité, il faut aussi qu'on ait nos propres projets, il faut qu'on ait nos initiatives, il faut... avoir des projets pour être aidé et pas être aidé et après avoir des projets. Parce que je pense que souvent, c'est les projets qui manquent. Mais si on chaîne nos initiatives entre les différentes communes, où on arrive à avoir des projets. Moi, par exemple, je suis en train de mettre en place un contrat de transition écologique dans ma circonscription. Donc avec des porteurs de projets que finalement on a réunis, qui ensemble ont fait finalement toutes ces perles, ont fait un collier qui est un projet, qui est un contrat de transition écologique sur l'autonomie en azote, sur la méthanisation, sur la transformation agricole, parce qu'on n'a pas assez de transformation chez nous. On produit beaucoup, mais on ne transforme pas assez. Et donc, par exemple, ce genre de support, les contrats de transition écologique, permet de donner vie à des projets qui sont épars et qui peuvent être réunis et avec des moyens, notamment d'ingénierie, ce qui est très important, du conseil et de l'accompagnement. Vous vouliez réagir? Oui. Alors, des projets, je pense qu'il y en a. Il y en a pas mal. Ayez des idées, voilà. Donc, des idées, nous en avons. Par contre, on a besoin d'un peu plus de souplesse et d'un peu plus de confiance. C'est-à-dire, quand on porte les projets, il faut aussi faire confiance aux élus. Accepte ce que dit son Premier ministre. Parce que c'est très beau, soyez agile, soyez inventif. Et puis, en même temps, il y a tout un certain nombre d'administrations qui ne vous facilitent pas forcément les choses. Je vais vous donner un exemple. Une commune, Saint-Aubin-Châteauneuf, dans l'Yonne. Un commerce qui ne va pas, un multicommerce, multiservice, qui fait aussi tabac, qui ne va pas très très bien. La commune décide de reprendre le fonds pour pouvoir trouver quelqu'un qui portera mieux le commerce. Elle le fait. Elle reprend, elle trouve le porteur de projet, elle lui retransmet. La commune n'a pas pu reprendre le débit de tabac. Le partant, mais qui est parti peut-être un mois plus tôt, accepte de le vendre au nouvel arrivant. Ça n'est pas possible, les douanes refusent. Les douanes refusent parce que comme ça a transité par la commune, il n'est pas possible de redonner le débit de tabac. Ça fait partie des choses complètement absurdes. Les douanes ne sont pas agiles, elles. Voilà, je pense. Au moins les douanes. Mais on a des exemples comme ça sur le territoire où justement il y a des idées, il y a des possibilités, les élus se bougent et effectivement l'administration ne lui fait pas assez confiance. Et c'est un des problèmes peut-être qui se pose entre les élus et Emmanuel Macron, c'est qu'on a l'impression que de temps en temps, il les soutient trop, il leur fait trop confiance et il ne nous donne pas, nous, assez de liberté pour agir. Alors vous parlez des élus, mais il y a les habitants, les gens qui vivent quotidiennement. Alors on comprend bien les difficultés des élus. Est-ce que dans ce débat, il n'y a pas aussi une forme de changement de mentalité, d'évolution? C'est-à-dire que traditionnellement, quand on vivait à la campagne ou quand on vivait dans les petites villes, on ne vivait pas comme dans les grandes villes.
certaines choses étaient plus loin, étaient plus difficiles à obtenir, étaient plus... Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle attente de vos habitants, par exemple, Lucine Guyot et Decize, et ils veulent avoir la même chose qu'à Nevers ou la même chose qu'à Dijon? C'est là où je parlais justement que je n'étais pas en phase avec le mot ruralité, puisque je pense qu'il y a un problème de sémantique par rapport à ce terme-là. Ouais. On a l'impression d'opposer toujours le rural à l'urbain et au métropolitain. Je pense que c'est une mauvaise analyse. Pourquoi? Moi, je suis maire donc, de Decize, 5500, 6000 habitants en fonction des jours. 5008, 5000 jours, vous avez fait le milieu. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être dans une ville dite rurale. Moi, j'ai l'impression d'être dans une ville à échelle humaine déjà, et dans un département comme la Nièvre, vraiment d'être dans un pôle de centralité. Alors c'est vrai que quand on dit une ville de 6000 habitants dans la Nièvre à Paris, ils vont nous dire oui, vous êtes une ville rurale. Et pour autant, est-ce que vous avez autant de médecins qu'à Dijon, une agglomération, une métropole de 250 000 habitants? Non. Bien sûr que non, la problématique médicale, ça c'est indéniable, nous l'avons sur le territoire. Des dispositifs ont été mis en œuvre récemment par le Conseil départemental de la Nièvre pour que les jeunes médecins restent et s'installent dans le département. Et actuellement, j'ai la chance d'avoir 4 jeunes médecins qui souhaitent s'installer sur Decize dans les 5 prochaines années, ce qui est quand même une véritable richesse. On entend aussi le grand argument, c'est la discussion autour des 80 km/h. Est-ce que je parlais des habitants? Alors, est-ce que vous pouvez, vous qui êtes élu rural, nous expliquer pourquoi ce nouveau texte pénaliserait plus les ruraux que les autres? Et est-ce que ce n'est pas une façon de prendre les ruraux pour ce qu'ils ne sont pas? En fait, moi, j'avais envie de répondre avant les 80 km/h du fait que quand on est en ruralité, on vit comme les autres et on travaille comme les autres. Hein, et donc dans les besoins, on a des besoins comme les autres. Et donc, on a effectivement plus besoin de crèches qu'il n'y en avait avant parce que non, il n'y a plus les grands-parents qui gardent, pas plus. Et les femmes travaillent aussi dans nos zones rurales. Donc, on a besoin d'avoir des crèches, on a besoin d'avoir des transports, on a besoin d'avoir du réseau, on a besoin d'avoir des médecins. Et c'est souvent le problème de la ruralité, et je suis d'accord, c'est pas un problème de ruralité, c'est un problème de territoire moins irrigué, on va dire, par rapport à tous ces services. Et alors, puisqu'on parle d'irrigation et de transport, 80 km/h nous fait aller moins vite que 90, c'est clair. Après, j'ai pas une philosophie franchement faite sur le sujet. Voilà, je pense que c'est plus un effet d'annonce que... Sachant que sur Lyon, c'est un sujet... c'est un vrai sujet, puisque la nationale 151 est à 80 depuis longtemps, ce qui fait que beaucoup de gens se détournent. Donc c'est pas... Alors quand toutes les routes seront à 80, on se détournera moins, c'est sûr, puisque ce sera pour tout le monde pareil. Il semblerait qu'on roulera de toute façon trop vite. Le vrai problème est là, c'est que sur cette route accidentogène, quand on a quelqu'un à 80 devant nous... C'est un argument politique, 80 km/h. Dire que la ruralité refuse absolument et est pénalisée par les 80 km/h. Il y a un vrai débat sur le sujet. C'est vrai que, très sincèrement, les gens qui roulent à 110 continueront à rouler à 110. Éventuellement, ils rouleront à 100 au lieu de rouler... En fait, c'est ce que m'explique la gendarmerie, c'est qu'ils rouleront à 100 au lieu de rouler à 110. Alors, avant d'avancer ensemble, je vous le disais en commençant, nous sommes ici au Café du Nord à Arnel-Duc, qui est un lieu important qui vit et qui fait vivre sa commune. Et je vais aller retrouver sa propriétaire. Bonjour. Merci de nous accueillir déjà dans votre établissement. Un lieu qui vit, on fait quoi pour que ça vive? L'histoire de ce Café du Nord, quand on l'a repris à 6 ans, c'est vraiment de retrouver du lien social sur la commune et de travailler avec les gens, avec les élus. Merci d'être là aujourd'hui. Et d'essayer de trouver des solutions à cette exclusion qu'on ressent tous un petit peu. Et on a l'impression que des villes, on nous regarde, quand on dit la ruralité, on nous regarde un peu de haut, alors qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a des habitants à Arnel-Duc extraordinaires. On se retrouve ensemble, on réfléchit ensemble. Et le fait d'être un petit peu poussé dans nos retranchements nous permet en fait d'aller plus loin et de voir émerger des superbes projets. Alors pourquoi? Parce que vous êtes venu là parce que le lieu est beau, parce que vous vous disiez c'est une ville qui a un potentiel, qui a quelque chose autour. Alors, le lieu est magnifique, c'est un café, logis, auberge, restaurant depuis 1738, donc on va bientôt fêter les 300 ans, on est très fiers de ça, on est très fiers de pouvoir l'habiter quelques années. Ça a été le point de départ. Le deuxième point de départ, c'est garder, refonder, recréer un lien social sur Arnel-Duc. Le troisième point, l'objectif après qu'on s'est fixé, c'est une restauration saine, parce qu'on se rend compte des effets dévastateurs sur notre santé de, entre guillemets, la malbouffe. Donc on a créé
cette restauration à base de produits locaux qui sont merveilleusement cuisinés en cuisine de A à Z par nos chefs ici, mais à base de produits Côte d'Or. Alors quand on a dit ça, c'est bien beau, tout le monde est très content. En général, dans une ville ou une petite ville ou un village, tout le monde est très content qu'un café ouvre. La seule question, c'est et après, les gens y viennent et ça permet d'en vivre? Parce que c'est ça la difficulté aussi, ça vaut aussi pour le commerce, ça vaut pour un certain nombre d'activités. C'est la question centrale. On est à notre 6e année d'activité, ça a été très compliqué de trouver un équilibre économique dont on se rapproche fragilement, je dirais. Les touristes en Bourgogne, pour nous, sont très importants, c'est capital. Il faut qu'on travaille sur cette filière de tourisme vert. Il faut qu'on attire aussi les touristes qui vont sur la Côte des Vins, en dehors de la Côte des Vins, pour découvrir l'Aussois, le Morvan. Ça, c'est essentiel. Mais si on est encore là debout aujourd'hui, c'est grâce aux habitants d'Arnel-Duc et des communes avoisinantes qui jouent le jeu remarquablement. Je les remercie pour ça. Le Café du Nord leur appartient, leur a toujours appartenu, et nous, on veut que ce lieu reste ouvert. En faisant travailler des gens qui sont autour, on le disait, on ne va pas se cacher en préparant l'émission, en créant un réseau qui peut ressembler finalement à ce qu'étaient les réseaux de la vie rurale avant. Tout à fait, on retrouve des choses, on retrouve des mécanismes, on retrouve des façons de penser, de consommer, qu'on avait un petit peu perdu de vue, mais qui reviennent en force parce qu'on se rend compte que la mondialisation c'est fini, il faut en sortir, et vite, et rapidement, et sauver la nature, et sauver le rapport qu'on a avec la nature. Nous, notre alimentation est bio, locale, pas complètement bio, mais en tout cas locale, et les producteurs avec lesquels on travaillent en agriculture raisonnée ou en biodynamie. C'est essentiel, c'est aussi l'un de nos points d'ancrage sur la communauté de communes. Eh bien, merci beaucoup et on souhaite longue vie au Café du Nord. Je retourne voir nos 3 élus et puis pour voir avec elles finalement ce qu'il faut faire pour que ce soit encore mieux. Merci à vous. Allez, on se retrouve et on va justement parler ensemble de vos solutions. On a essayé de dresser une forme d'état des lieux rapide, succinct, je vous le concède. Il faut faire quoi, Justine Guyot? Vous, si vous avez une baguette magique ou si vous aviez 2 heures à passer avec Édouard Philippe, parce que vous n'avez pas fait Autun, je crois, mais vous n'avez pas eu ce privilège. Vous lui dites quoi? Eh bien, je lui dirais qu'on a besoin d'investir. L'investissement public local, pour nous, c'est un échappatoire nécessaire. On a très peu de recours justement à l'investissement privé. Et si l'État nous coupe pour les vivres et pratique une politique d'austérité, puisqu'on le voit actuellement, c'est ce qui se passe. Donc des de sous l'argent, quand même. bien En sûr. tout cas, garder vos capacités. Permettre justement aux collectivités d'investir sur des projets concrets. Nous, on l'a fait dans le sud nivernais, je prendrai un exemple, qui est le port de Decize. Ouais. Et justement, les collectivités se sont regroupées en créant une société publique locale, justement pour pallier à cette carence de l'initiative privée qui est extrêmement... Qui marche très bien, le port de Decize. Et qui marche très bien, d'un point de vue touristique et économique. C'est ça, qui a créé des emplois, en fait, au-delà simplement d'arrêter des bateaux, on est d'accord? Tout à fait, qui a créé 17 emplois. Dans ces solutions, Yolène de Courson, est-ce qu'il faut... C'est une discussion qui a eu et qui a été portée par en particulier des élus bourguignons il y a quelques années quand on parlait de bouclier rural. Est-ce qu'il faut sanctuariser des choses dans le monde rural? Moi, j'ai entendu des élus dire, par exemple, il faudrait interdire les fermetures de classes dans le monde rural parce que c'est plus difficile pour ces enfants, pour les parents. Il faudrait sanctuariser. Est-ce que, de votre point de vue, et je le demanderai aussi à toutes les deux, est-ce que ce serait une bonne solution? Alors, fixer des normes. Fixer des normes, oui, pourquoi pas. C'était fermeture d'école qui était arrêtée, pas fermeture de classe, qui n'est pas tout à fait la même chose. En fait, moi, je pense que c'est surtout qu'il faut être dans une ruralité conquérante et pas gémissante. Et on a des tas de choses, nous, chez nous. On a l'eau, c'est chez nous. L'oxygène, c'est chez nous. Les énergies nouvelles, c'est chez nous. Les grands espaces pour créer des entreprises qui ont besoin d'espace, c'est chez nous. Je pense que maintenant, il faut qu'on fasse des projets de contractualisation, par exemple, chez nous à Dijon, qui veut aller vers l'autonomie alimentaire. Donc maintenant, il faut qu'on soit d'égal à égal, faire des contrats avec les villes qui nous entourent, avec tout ce qu'on a apporté, mais spécifique. On a vraiment des choses spécifiques à apporter qui n'existent nulle part ailleurs, et on peut en plus faire des spécificités particulières par local. C'est-à-dire que nous, on va avoir par exemple un parc national. Bon, ben, ça met un coup de projecteur mondial sur une région qui était un peu à la peine. Donc, voilà. Il y a quand même des fractures. Il y a une fracture numérique, par exemple, on l'a évoqué au départ. Alors, c'est un des objectifs d'Emmanuel Macron. Dominique Vérien, on sait par exemple que Lyon, à une époque, était très en retard sur ce sujet-là. Est-ce que c'est un dossier prioritaire ?
C'est évidemment un pour les dossier entreprises, prioritaire. pour les jeunes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, nous mais avons pour les jeunes plein de aussi. sorties possibles, effectivement, parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit, nous perdons les territoires ruraux d'une façon générale perdent moins d'habitants que les villes aujourd'hui. Donc il y a un cadre de vie qui peut être recherché. Mais pour pouvoir offrir ce cadre de vie, il faut offrir la possibilité de travailler. La première des choses, c'est avoir du réseau. Téléphone, Internet, c'est avoir du réseau de transport. C'est pouvoir aller... Lyon, par exemple, est à 2 heures de Paris, mais il faut pouvoir s'y rendre aisément de tout le territoire de Lyon, ce que nous n'avons pas encore. Nous sommes vraiment en manque de transport. C'est repenser les services, c'est-à-dire qu'il ne faut pas automatiquement des services publics dans chacune de nos communes. On comprend bien que ça n'est pas forcément simple. Par contre, nous avons des maisons de services au public et s'il y avait cette confiance dont je parlais, alors elle pourrait être un relais plus simple des impôts et de toutes les collectivités auxquelles nous devons avoir affaire, enfin de toutes les entités comme Pôle emploi auxquelles nous devons avoir affaire. Certaines maisons de services au public le font bien. Les postes pourraient se trouver chez des commerçants, parce que ça permettrait aussi une meilleure ouverture. Il y a des tas de choses qui se font d'ailleurs déjà dans d'autres pays européens et on pourrait repenser le service au public de telle sorte qu'il soit beaucoup plus maillé sur le territoire. On pourrait, ça veut dire que ça n'a pas vraiment été fait, que ça n'a pas vraiment été pensé. On en revient au titre de cette émission. Est-ce qu'il y a une pensée pour la ruralité en France aujourd'hui de façon générale ? Je dirais qu'on se heurte souvent à une pensée un peu unique et technocratique sur l'aménagement du territoire notamment, qui fait que nous sommes souvent victimes d'une double peine. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'on a peu de services mais qu'il ne faut pas artificialiser les terres, ce qui n'est pas illogique, mais on ne peut pas nous traiter, nous, de la même façon que la région parisienne. On nous explique qu'il faut qu'on paye GEMAPI, relativement cher, qui est toute la prévention contre les inondations. Ouais. C'est nous qui payons, c'est nous qui faisons les travaux pour que Paris ne soit pas inondé, c'est Paris qui touche la taxe d'avoir tout bétonné et d'avoir fait que nous sommes inondés. Je pense qu'il n'y a pas un aménagement du territoire aujourd'hui en France qui prenne en compte effectivement les particularités de chacun et qui nous laisse nous développer en fonction de nos moyens et de nos capacités, parce que nous en avons. Alors, est-ce que vous porteriez ce type de parole, Yolène de Courson, à l'Assemblée ? Mais est-ce que vous êtes entendue ? Oh ben, il va bien falloir qu'on le soit. Moi, je suis présidente du groupe d'études Enjeux de la ruralité qui comprend 180 membres députés transpartisans. Hein. Et donc, on va travailler aussi avec le Sénat, avec le sénateur Joly, pour porter cette loi. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de Paris de voir que finalement, il y a des lois qui ne peuvent pas être appliquées telles quelles à la campagne. Par exemple, les nouvelles activités périscolaires, ce n'était pas possible de faire. Bon, et comme vient de le dire Dominique, c'est très important qu'il y ait une nouvelle équité territoriale et qu'elle soit redéfinie par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et plus les enjeux d'hier. Et ça, on peut travailler en collaboration, en dialogue avec le gouvernement et faire passer des choses que le gouvernement est très attentif et écoute. En faisant de la politique politicienne, on sait que ça a été un argument politique des Républicains d'appuyer sur les territoires en disant que justement vous ne vous en occupiez pas et que les territoires étaient méprisés. Ah, moi je m'en occupe, hein. Je m'en occupe tous les jours, 24 heures sur 24. Quand je disais vous, c'était collectif, hein, cela va de soi. Il y a un sujet important aussi, on l'évoquait tout à l'heure, Justine Guyot, et ça revient tout le temps, c'est la santé. Alors la Nièvre a été en première ligne dans les fermetures d'hôpitaux locaux. C'est un dossier très compliqué, la santé. On pourrait même le rapprocher avec un peu d'ironie, mais ce ne serait pas la bonne expression, de ce qui peut se passer pour les commerces, quand on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que comme tout le monde veut un café dans son quartier, tout le monde veut un hôpital dans sa ville, ça ne veut pas dire que les gens vont aller s'y faire soigner, et pour autant ils manifesteront quand on ferme. C'est complexe quand on émère ce sujet. Alors, bon, déjà, ce n'est pas des fermetures d'hôpitaux. Hein. La mesure à laquelle on se heurte, c'est une fermeture des urgences. Ouais. Donc, on a eu le cas sur Decize, sur aussi Clamecy, et puis diverses collectivités comme Tonnerre, je crois. Ouais, tout à fait. Alors, nous, c'est vrai que sur le dossier de la santé, on se sent un petit peu méprisé et on a une grande attente de la population sur cette problématique-là. Pourquoi on se sent méprisé ? Parce que dans le département de la Nièvre, encore une fois, nous avons établi des mesures spécifiques justement pour améliorer l'état sanitaire de notre département, et notre président qui a porté donc la parole, je pense, des élus de l'ensemble du département de la Nièvre, a reçu un courrier de la ministre de la Santé lui indiquant qu'elle n'avait pas le temps de le recevoir. Et nous, ce n'est pas des réponses qui pour nous sont acceptables. Nous, on a besoin justement qu'on vienne se rendre compte sur le terrain de la situation que peuvent vivre les habitants de Decize. C'est une population vieillissante où la préoccupation numéro 1 n'est plus l'emploi, c'est la santé. Et je pense que c'est vraiment une problématique majeure
qui est quand même un petit peu méprisée au niveau de l'État. Il y a une dimension budgétaire là-dedans. C'est des mesures d'économie, bien entendu, hein, sur une fermeture de ligne d'urgentistes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Hein. Ce sont des mesures d'économie. On a des urgences à 2-6 qui fonctionnent très bien. Et on nous dit, il faut fermer une ligne de médecins urgentistes. Pourquoi? Et là, le bas blesse, on ne sait pas. Dominique Vérien veut rajouter une couche. Et Yolande de Courson nous répondra. Mais oui, pourquoi? Pour pouvoir mettre plus d'urgentistes dans d'autres endroits, parce qu'on sait qu'on a une pénurie. Mais ce n'est pas parce qu'une fois qu'on a constaté qu'il y a une pénurie, il y a plusieurs réponses qu'on peut éventuellement apporter. Or, de façon quasi systématique, en tout cas à l'Agence régionale de santé, c'est le fait de centraliser. C'est comme ça que le 15 d'Auxerre va passer à Dijon, alors qu'en fait, il y a toutes les bonnes raisons de garder le 15 à Auxerre, parce que justement les médecins urgentistes peuvent passer soit de l'un à l'autre sans être totalement hyper spécialisés, mais on reste encore sur cette vieille façon de penser qu'il faut hyper spécialiser les gens. Et c'est un réel problème qui a un peu aidé à la désertification de nos territoires, je crois, et il faut repenser ça, et là c'est transpartisan parce que tous les parlementaires ont essayé de rencontrer l'ARS, puisque toutes les collectivités ont quand même rejeté le projet régional. Il nous reste une minute d'émission, donc vous êtes dans la majorité, c'est vous qui allez nous dire si ce que vous entendez là, vous avez envie de le porter et qu'il faudrait assouplir les choses. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une forme de rupture entre l'agence nationale et l'agence régionale et les élus de tous bords en fait. Moi, je travaille très bien avec M. Pripit parce que justement, on vient de faire dans ma circonscription les assises de la santé. Il y a 500 personnes qui nous ont répondu. On a réuni 5 groupes de travail. Il nous reste que 30 secondes. Voilà, donc je pense qu'il faut... Est-ce qu'il faut faire mieux? Bien sûr, il faut faire mieux, mais je pense qu'il faut discuter, il faut proposer. C'est vrai que la médecine, elle change. Vous savez, j'ai un ami qui avait un AVC l'autre jour, il est resté 10 heures à attendre à Paris dans les urgences. Donc, c'est pas simplement un problème de campagne. Hein. Non, je suis obligé de vous couper, il nous reste 15 secondes. Merci à toutes les trois d'être venues. Et merci au Café du Nord de nous avoir accueillis. Longue vie au Café du Nord d'Arnel Duc. Bon dimanche, au revoir.